Alors, le défi du Tour de Corse à la nage a été créé par un club de l'Oise qui navigue en eau froide dans un étang toute l'année, été comme hiver, juste en maillot de bain. Et c'est un challenge qu'ils se sont créés eux-mêmes suite à différentes traversées de la Manche. Et ils ont décidé il y a un an de faire le Tour de Corse à la nage. Alors c'est des ricochets, ça. Il y avait un de mes amis qui s'est engagé comme skipper sur l'opération et qui m'a dit Jean-Yves, je vais te louer un bateau pour cette opération. Et je lui ai dit mais tu peux partir tout seul? Il m'a dit oui. Je lui ai dit écoute, je veux bien te louer un bateau mais on va partir tous les deux parce que tu ne pourras pas faire 24 heures sur 24 le Tour de Corse comme skipper. La mission est réussie, j'ai des témoignages de sa part pour me remercier d'être venu le seconder. Alors il y avait différents niveaux de sécurité. Sur le bateau, j'avais activé le GPS traceur du bateau et Navionics sur une tablette. Donc j'avais une position double du bateau en permanence en cas de panne. Le bateau en plus est géolocalisé par les satellites en permanence avec le nom m'échappe, ça va me revenir. L'AIS, avec l'AIS. Les kayaks avaient un mât porte-drapeau, porte-éclairage, porte-lampe, feu, navigation, plus une petite lampe à l'avant, plus une lampe frontale. Donc les kayaks étaient visibles sur l'horizon à 360 degrés et en plus ils sont jaunes, donc ils sont relativement bien visibles. Et on les voit par belle-mer presque un nautique et par houle presque un demi-mille dans le haut des vagues. Et les nageurs, c'était le vrai problème, on ne voit pas les nageurs du bateau, on peut considérer ça, sauf s'ils sont à moins de 30 mètres, ce qui est rien. Mais les nageurs ont un bonnet fluo et une petite lampe dans le bonnet pour la nuit. Et également un ballon gonflable avec un stick fluo qui s'accroche sur la ceinture dans le dos, qui permet aux kayakistes de voir le nageur, l'avant et l'arrière du nageur. C'est les moyens de sécurité mis en œuvre. Il y avait évidemment des VHF en relais sur chaque kayak et sur le bateau, avec un canal de veille spécifique. Et on faisait des appels à peu près toutes les 10 minutes pour voir où on était. Les rotations étant sur 1 heure, on faisait des points 10, 20, 30. Tout est ok. Le défi était basé sur la base de 12 personnes. On a 4 nageurs qui se relaient chacun 1 heure. On avait 4 kayakistes qui se sont transformés en 3 kayakistes très rapidement en relais 2 heures chacun. Donc toutes les 4 heures ils y retournent. Il y avait une dévouée cuisinière, hôtesse, masseuse qui faisait à manger 24 heures sur 24 pour 12 personnes. Donc en gros elle préparait toute la journée, la nuit elle devait quand même dormir. Il y avait les 2 skippers, il y avait le kayakiste de réserve qui faisait un petit peu tout. Sur l'espace restreint du bateau, on avait 4 cabines doubles et 2 pointes avant. Donc en fait, les capitaines ont exigé une cabine arrière où on était en alternance puisqu'on n'était jamais ensemble dans la cabine, puisqu'il y en a toujours un sur le pont. Et on pouvait accueillir en cas de nécessité une personne de plus, que la cabine était assez grande. Dans les binômes qui étaient ensemble, ça s'est géré en fait. Il faut imaginer qu'il y a 2 personnes dans l'eau, 2 personnes sur le pont et 6 cabines. Donc en fait ça passe. Ça passe. Par contre on avait orchestré les choses que les cabines et les affaires soient vraiment à un endroit précis, parce qu'à un moment donné dans la nuit tu cherches ta crème, tu cherches ton maillot, tu cherches ton gilet. Il faut que les choses soient très très bien positionnées parce que c'est très monotone, mais c'est quand même un rythme de fou, et avec la fatigue qui s'accumule, il faut que les choses soient très précises. Par exemple sur la table à cartes, on avait le droit de rien poser, c'est la table à cartes, c'est pour les skippers, vous ne mettez rien sur la table à cartes, et miraculeusement personne n'a jamais rien mis sur la table à cartes. Quantité d'eau à bord, on a loué un bateau spécifiquement avec un désalinisateur, qui marchait pas au départ, mais que le prestataire nous a réparé avant le départ, et qui marchait super bien. Donc on avait de l'eau douce à profusion pour le rinçage des nageurs, qui se rince effectivement à chaque retour d'eau, ce qui arrive souvent. Il a fait très chaud, donc chacun avait envie de temps en temps de se rincer également à l'eau douce. Après on avait pris, je sais plus combien, 300 bouteilles d'eau douce, ça fait 450 litres.
et il en est resté 150 litres. Donc on a bu 300 litres d'eau douce, ce qui n'est pas énorme, mais on a fait la cuisine avec l'eau du dessal. C'est pas énorme en fait, non. Et non, parce que c'est 12 personnes, c'est 7 jours, mais ils n'ont pas bu tant que ça, bizarrement. Nageurs, sur les 6 jours, les nageurs ont nagé 4 nuits complètes, 24 heures sur 24. Après, il y a eu les 2 dernières nuits où on a eu des attaques de méduses. Et donc là, il y a eu un stop de 5 heures une fois et un stop de 6 heures le lendemain, où tout le monde a pu se reposer un petit peu et où les relais sont réorganisés en fonction des stops des uns et du démarrage des autres. Le plus fort, c'est les prises de décision d'arrêter quand il y a des attaques de méduses. Parce que personne ne veut s'arrêter, le nageur veut continuer, même s'il pousse des hurlements dans l'eau. Les autres, dans un premier temps, l'encouragent, sauf qu'une méduse, 2 méduses, 3 méduses, à un moment donné, elles se sont tellement concentrées que c'est juste pas raisonnable. Sauf que le nageur, il est dans son délire, et qu'il faut, à un moment donné, on l'encourage, puis à un moment donné, on lui dit stop, tu sors de l'eau. Et donc, quand on les stop, sort de l'eau, c'est est-ce qu'on y retourne un quart d'heure après, est-ce qu'on y retourne une demi-heure après, est-ce qu'on y retourne en s'écartant à 90 degrés de la route pour garder la même distance, mais plus au large. Et en fait, 2 fois de suite, il a fallu que l'équipage se concerte pour dire stop, sachant que l'équipage, il n'est pas de 12 à ce moment-là. Il y en a 2 ou 3 ou 4 qui dorment, parce que c'est la nuit. Donc c'est à 8. Et donc il y en a un qui se réveille, il dit mais on fait quoi, on est où? C'est assez simple, le nageur va à 1 nœud 7. Ça fait 3,3 km/h, 3,5 km/h en moyenne, par mer à peu près plate. Ça correspond sur le bateau à marche avant-lande sur un moteur. Un catamaran, 2 moteurs. Donc marche avant-lande sur un moteur, 6 heures à tribord, 6 heures à bâbord, ça fonctionne bien. Autre situation, vent 10-15 nœuds de face. Il nage à peu près à la même vitesse, parce qu'il force. Il nage moins bien, mais il force. 2 moteurs en avant-lente, ça correspond un peu. De temps en temps, on met un moteur au ralenti. Ça fonctionne encore. Après, on a eu des conditions 15-20 nœuds, 3 quarts arrière. Là, on vient faire des S avec le bateau sans moteur pour le ralentir. Et de temps en temps, on met le moteur en marche arrière. Autre solution, on prend un peu d'avance, on s'éloigne de... Le nageur va vite. Donc nous, si on va à 3 nœuds, on va 1 nœud plus vite que lui. Et donc, quand on a fait 500 mètres, on fait un demi-tour. On revient vers le nageur, on passe derrière, on le redouble et on fait comme ça des espèces de boucles en aller-retour. Ça fonctionne bien. Et il y a eu un moment magique au niveau du Cap Corse où le vent était plein de balles de l'arrière. Il y avait 15 nœuds de vent. On a coupé les 2 moteurs et on tirait des bords grand largue avec le fardage du bateau et on venait croiser la route du nageur et du kayak, un coup devant, un coup derrière, en étant 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre, et on venait croiser la route. Ça c'était... Les skippers se sont fait plaisir à ce moment-là, sans faire de la voile, mais on s'est fait plaisir à gérer le bateau. La Corse, c'est juste un paradis. Moi, j'ai redécouvert l'est de la Corse où j'avais pas de si bons souvenirs. La côte ouest est magnifique, mais les nageurs n'ont pas longé la côte, ils ont été de cap en cap pour raccourcir la distance. Et donc, il y a des endroits où on était très près de la côte, mais des endroits où on était quand même à 5 ou 8 milles dans les baies. Et donc là, c'est moins joli parce qu'on est trop loin. Drone super beau à bord, tout neuf, qui est un assez beau drone qui vaut 1 500 €, qui fait un bruit de moustique quand il décolle, à chaque fois on sursaute. Et à chaque fois qu'on l'a sorti et qu'on n'était pas des côtes, particulièrement à l'entrée des Bouches de Bonifacio, on est tombé sur un lit de goélands. Ils sont 8 ou 10 à être sortis, à attaquer le drone. Je peux te dire que le mec, il savait plus comment faire pour amener son drone à bord du bateau. Parce que le drone, il a une position retour maison en statique, mais le bateau avance. Donc il faut quand même qu'il le gère. Et même si on va pas vite, on n'est quand même pas arrêté. Et donc il a eu très peur que le drone tombe à l'eau, soit par l'attaque, soit par le déplacement du navire. Au niveau de la gestion des hommes, surtout au départ, on a eu du vent le premier jour, donc le bateau bougeait pas mal. Et évidemment, ils ont eu un peu de mal de mer puisqu'ils ne sont pas pris les médicaments avant. Et il y a des nageurs qui sont partis nager sans pouvoir se réalimenter et qui ont même vomi en nageant. Mais ils ont quand même fait leur performance, ça n'a pas baissé leur moyenne. Et puis au bout de 36 heures, 48 heures, le vent a baissé, ils se sont acclimatés, ils se sont réhydratés et remis
à s'alimenter correctement. Et au final, je n'ai pas redistribué de médicaments réellement, peut-être une fois ou deux ponctuellement, mais ça a bien été. Par contre là, depuis le retour, tout le monde se plaint d'avoir le mal de terre, c'est-à-dire que on va dans les toilettes en se tenant sur les murs parce que la maison est droite mais la terre bouge. Hein. C'est très curieux le mouvement. Il faut vraiment 4-5 jours pour se réacclimater de 8 jours de mer sur un catamaran qui est en permanence en instabilité, en mouvement très différent d'un monocoque. Avec mon ami Marc, on était skipper du bateau, donc le défi des nageurs, ça leur appartient. Et ils se présentent comme des nageurs de l'extrême. Donc les nageurs, ce qu'on appelle des nageurs en eau libre, ils nagent avec juste un bonnet de bain, un petit maillot, pas de crème, pas de protection. Ils adorent nager dans l'eau froide, donc ils veulent rien. Et donc quand le vent s'est levé, que le nageur arrivait encore à nager, mais qu'on avait des difficultés à gérer le kayak, surtout pour les changements de kayak, celui qui finissait 2 heures, qui remonte dans le bateau, l'autre qui descend. Là, je me suis dit, on a une balle dans un barillet de 6 balles, dans un barillet de 6 trous, pardon. On a déjà fait 5 changements. Le 6e, on va être à l'accident. Et au 6e, ils ont dit, on s'organise différemment. Et du coup, on a resécurisé les manœuvres. On les a fait plus lentement, on a changé le rythme des kayakistes, on a supprimé un kayakiste qui était en difficulté par rapport à la souplesse pour monter dans le kayak à bord du bateau, et on a géré différemment la manœuvre du bateau par rapport au vent et par rapport au kayak. C'est-à-dire qu'on avait de temps en temps des kayaks qui étaient travers à l'arrière du bateau par une mer de travers, parce qu'ils voulaient ça. Et à un moment donné, on leur a dit on va faire comme ça, face à la mer en parallèle. C'est beaucoup moins dangereux et s'il y a un choc, on lâche tout, il ne se passera rien. Et donc là, il n'y a pas eu d'accident. Et après, ce défi a eu beaucoup de chance, mais c'est aussi pour ça qu'il a été réussi, parce que c'est un projet de fou. Il n'y a pas eu d'autres conditions difficiles, à part les attaques de méduses. Il n'y a pas eu de vent fort, il n'y a pas eu de vagues fortes. Ils ont juste eu un peu, en arrivant au Cap Pourreau, quelques heures de courant contraire. D'ailleurs, ça les a beaucoup énervés de nager moins vite. Ils nageaient à la même vitesse, mais il y avait du courant. Mais le nageur a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que le courant.